Bienvenue dans le débat. 26e jour de guerre au Moyen-Orient. Les États-Unis envoient 2000 parachutistes dans la région. Une annonce au moment où Trump évoque un plan en 15 points transmis par les États-Unis à l'Iran via une médiation du Pakistan pour mettre fin à la guerre. J.D. Vance et Marco Rubio devraient se joindre pour parler, auxquels participent Steve Witkoff et Jared Kushner. L'Iran a refusé ce plan de paix selon la chaîne d'État iranienne. La guerre prendra fin lorsque l'Iran décidera d'y mettre fin et non lorsque Trump le décidera, a-t-elle ajouté. La Maison-Blanche affirme à l'instant qu'au contraire, les négociations continuent, dit-elle. Israël, de son côté, a lancé une nouvelle salve de frappe à Téhéran visant les infrastructures et le gouvernement prépare une offensive terrestre dans le sud du Liban pour créer une zone tampon. L'Iran a poursuivi et poursuit ses frappes en Israël et dans les pays du Golfe. Téhéran a déclaré également que les navires non hostiles pouvaient maintenant passer dans le détroit d'Ormuz. Alors on va revenir sur ce qui distingue finalement Trump et Netanyahou dans cette guerre. Leurs objectifs dans ce conflit sont-ils divergents? Le président américain s'est-il laissé embarquer par le Premier ministre israélien? Alors que la lecture de la politique de Trump apparaît confuse, celle de Netanyahou est-elle au contraire claire? Le président américain a-t-il la main? Trump, Netanyahou sont-ils des alliés désalignés? On en parle tout de suite avec nos invités. Yasmina Asrargui est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse associée à l'université de Princeton, à la Fondation Jean Jaurès, auteur de Le Mirage de la paix, la véritable histoire d'Israël et des pays arabes. En face de vous, nous avons Rina Bassiste. Bonsoir, rédactrice pour Al Monitor et correspondante pour la radio israélienne Cannes. Fouad Kourielou est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes ancien directeur de L'Orient le Jour, auteur de Liban, état de survie. C'est aux éditions Max Milo. Et puis Patricia Alémonière est avec nous ce soir. Bonsoir Patricia, grand reporter spécialiste des relations internationales. Et votre dernier livre, donc Géopolitique du Sahel, est paru au PUF. Trump qui évoque donc des négociations tout en envoyant des soldats d'élite dans la région. Netanyahou qui se prépare à une offensive terrestre au Liban pour créer une zone tampon, des frappes américano-israéliennes qui continuent en Iran, Téhéran qui poursuit ses frappes en Israël et dans les pays du Golfe. Voilà le point qu'on peut faire à peu près en ce 26e jour de guerre au Moyen-Orient. Et on le fait en images avec Ludovic de Foucauld. Au milieu du chaos de la guerre, des bruits et des rumeurs, une chose semble désormais certaine, la République islamique d'Iran a bien reçu le plan en 15 points des États-Unis pour mettre fin à la guerre. Ce plan, le voici. Que dit-il? L'Iran doit démanteler ses capacités nucléaires militaires existantes. L'Iran doit s'engager à ne jamais chercher à se doter de l'arme nucléaire. Aucun enrichissement d'uranium ne doit avoir lieu sur le territoire iranien. L'Iran doit remettre dans un délai à établir son stock d'environ 450 kg d'uranium enrichi à 60% à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les installations nucléaires de Natanz, Ispahan et Fordo doivent être mises hors d'état d'usage et détruites. L'AIEA doit bénéficier d'un accès total, d'une transparence complète et d'un contrôle intégral sur l'ensemble du territoire iranien. L'Iran doit abandonner son paradigme de recours à des alliés régionaux. L'Iran doit cesser de financer, diriger et armer ses alliés régionaux. Le détroit d'Ormuz doit rester ouvert et fonctionner comme un corridor maritime libre. Le programme balistique iranien doit être limité tant en portée qu'en volume selon des seuils qui seront définis ultérieurement. Toute utilisation future de missiles devra être strictement limitée à la légitime défense. Les sanctions imposées par la communauté internationale seront entièrement levées. Le programme nucléaire civil iranien, notamment pour la production d'électricité à la centrale de Boucher, bénéficiera d'une aide américaine. Le mécanisme dit de snapback, qui permet le rétablissement automatique des sanctions en cas de non-respect des engagements par l'Iran, sera supprimé. Enfin, un dernier point non divulgué concerne probablement des garanties de sécurité dans la région. L'existence de ce plan et le fait qu'il soit entre les mains de l'Iran a fait reculer le prix du pétrole. Mais très vite, la République islamique a répondu. Pas question d'entrer en pourparlers avec un pays qui par 2 fois l'a attaqué, alors que des négociations étaient en cours. Un responsable iranien confie même à un média d'État « L'Iran mettra fin à la guerre lorsqu'il le décidera et lorsque ses propres conditions seront remplies. » Et ces conditions, les voici. L'arrêt complet des agressions et des assassinats perpétrés par l'ennemi, comprendre les États-Unis et Israël, la mise en place de mécanismes concrets garantissant que la guerre ne soit pas imposée à nouveau à la République islamique, le versement garanti et clairement défini des dommages et réparations de guerre, la fin de la guerre sur tous les fronts et pour tous les groupes de résistance impliqués dans la région,
La reconnaissance internationale et des garanties concernant le droit souverain de l'Iran à exercer son autorité sur le détroit d'Ormuz. Le ton n'est pas celui d'une négociation apaisée, mais au moins, des propositions existent. Des propositions vraiment préliminaires et l'Iran qui affirme à l'instant que les ennemis donc se préparent, je cite, à occuper une île du Golfe. Voilà un avertissement qui vient de nous parvenir du président du Parlement iranien. On voit un petit peu l'état de ces négociations qui ont lieu, qui n'ont pas lieu, mais il y a au niveau de la menace de part et d'autre reste tout de même très forte. Patricia Lémonière, et sur les objectifs de guerre, si on y revenait justement en ce 26e jour de guerre, entre Trump et Netanyahou, à votre avis, Patricia, est-ce que les objectifs sont divergents sur l'Iran et les proxys? Alors, ce qu'on a envie de dire en premier, c'est qu'on est dans le vrai brouillard de la guerre aujourd'hui, quand même. Le vrai brouillard. Là, c'est le brouillard complet, on pourrait dire. Alors, quant à répondre à votre question sur les objectifs de Benjamin Netanyahou et de Trump, on avait cru comprendre tout au départ qu'il y avait un récit qui semblait s'imposer. Eh bien, c'était on frappe jusqu'à ce qu'il y ait un changement de régime à Téhéran. D'ailleurs, le président américain avait-il dit au moment de la vague d'émeutes et de la répression, nous arrivons. Et puis, on a l'impression qu'après, il y a eu une divergence parce que lors de plusieurs assassinats ciblés, ce qui est le mot employé par les militaires, comme Larijani ou d'autres, et plus tard contre des attaques pétrolières ou sur des installations, le président Trump s'est dégagé, a dit « Ah non, mais c'est les Israéliens qui ont fait tout ça tout seuls dans mon dos ». Personnellement, j'en doute parce que les militaires sont coordonnés en général sur le terrain et on ne lance pas un missile sans que les autres, les alliés, soient au courant. Donc, c'est très dur de savoir s'il y a le jeu de dupes qui existe entre les deux. En tout cas, une chose est certaine, le président Trump, au départ, je crois, a cru sincèrement qu'il y allait avoir, que le régime allait s'écrouler plus rapidement. Et qu'il n'y aurait pas le détroit d'Ormuz qui serait pris comme ça en gage par les Iraniens. Il a cru vraiment qu'avec des frappes, en décapitant le régime le premier jour, il allait avoir un écroulement. C'est un récit qu'il a cru, auquel il s'est tenu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois, il veut s'en sortir parce qu'il sent bien qu'il s'est engagé dans quelque chose qui l'entraîne beaucoup, beaucoup trop loin. Et donc, il essaye de faire une pression maximum sur son interlocuteur, qui est en fait l'Iran, pour que celui-ci cède. Fouad Kourielou, vous êtes d'accord? Est-ce qu'il n'est pas beaucoup plus difficile aujourd'hui de lire les intentions de Donald Trump que de lire celles de Benjamin Netanyahou? Alors effectivement, Trump pratique le discours multiple, on va dire, comme un art pour rappeler le titre de son livre, d'ailleurs, The Art of the Deal, l'art de la négociation. Pour Trump, ça a l'air de pratiquer les discours multiples. Mais je pense qu'en réalité, les objectifs des États-Unis n'ont pas changé depuis plus de 20 ans. Le président Bush avait parlé le premier de ces trois objectifs qui étaient le nucléaire, les missiles et les milices alliées à l'Iran. Et là, les 15 points qu'on voit, c'est la déclinaison de ça avec plus de détails, mais c'est les mêmes points. Mais en réalité, le problème, c'est que si vous prenez ça à l'Iran, vu la nature du régime iranien, sa nature idéologique et le discours, le récit que le régime iranien a vendu en interne, parce que c'est un régime qui n'est pas aimé. Donc, il a vendu un certain discours qui, en résumé, voulait dire « je me bats aux avant-postes pour empêcher l'invasion de votre pays ». Sauf que là, s'il laisse tomber tout cet attirail-là, le nucléaire, les milices, les missiles, il est mis à nu et il tombe en interne. Donc moi, ce que je pense, c'est que les Américains, ce qu'ils sont en train de faire objectivement aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train d'essayer d'accomplir ces trois objectifs par la force. Ils n'y sont pas arrivés par la négociation, ils essayent d'y arriver par la force militaire. Et sur ça, ils sont alignés avec Netanyahou. Après, est-ce qu'ils veulent forcer eux-mêmes la chute du régime ? Et est-ce que tactiquement, Israël voudrait forcer la chute du régime ou pas? Je crois qu'on entre là dans le détail, mais les objectifs stratégiques sont alignés pour l'instant. Reda Bassis, oui, aligner les objectifs, ou est-ce qu'il y a tout de même des différences? On a l'impression que Netanyahou, il a toujours une obsession iranienne, il a toujours voulu une guerre contre l'Iran. Trump, c'était peut-être pas si évident tout de suite. Qu'en pensez-vous? Je ne dirais pas ça. Je dirais que son objectif était toujours sa campagne. Et ça, c'est vrai. Il a bâti son carrière politique sur ça. Éliminer la menace nucléaire sur Israël. Et il a même qualifié cette menace comme une potentielle deuxième choix. Et donc, pour lui, ça fait plusieurs décennies, en fait, qu'il voit ça comme un objectif. Et là, je rejoins ce qui était dit tout à l'heure, mais je vais peut-être aller un peu plus loin parce que quand on dit que les Américains ne sont pas arrivés par les négociations à
d'abord résoudre la question nucléaire, mais aussi les deux autres questions très importantes des missiles balistiques et les proxies. En fait, les Américains, ça c'est quelque chose que les Israéliens, soi-disant, ils ont compris bien avant. Peut-être ils ont réussi au moins d'une partie de convaincre les Américains, mais il y avait sûrement aussi une compréhension américaine interne qu'en fait les Iraniens même ne voulaient pas y arriver et qu'en fait ces négociations étaient condamnées d'avance parce qu'il n'y avait pas une vraie volonté, il n'y avait pas une bonne foi, et il n'y avait pas une intention iranienne de conclure un accord, justement parce que ces trois sujets, et surtout bien sûr le programme nucléaire, c'est un pilier de la raison d'être de cet régime à Téhéran. Ils ont fait ça une mission nationale, ils ne peuvent pas y renoncer. C'est ça en fait le cœur du problème et c'est ça qui a poussé toutes ces déclarations au début sur les chutes du régime. Non principalement pour sauver, je pense, le peuple iranien, mais malheureusement, on peut dire ça, mais dans cette compréhension comme si ce régime-là, il ne va pas renoncer ni aux missiles balistiques, ni au projet nucléaire. Vous êtes d'accord, Yasmina Asrargis, donc il y aurait des buts communs finalement entre Trump et Netanyahou. Peut-être que sur les moyens, il y a des différences aujourd'hui. Est-ce que Netanyahou voudrait poursuivre la guerre coûte que coûte? On a l'impression que Donald Trump, lui, rétropédale un peu. Est-ce qu'il y a des divergences là-dessus? L'opinion, bien sûr, est différente. En Israël, la guerre est populaire. Aux États-Unis, elle l'est moins. Alors, moi, je pense qu'effectivement, il peut y avoir un alignement idéologique et stratégique vis-à-vis de la question de l'Iran, des proxys, du nucléaire et du balistique entre l'État d'Israël et la CIA, le Pentagone. En revanche, la Maison-Blanche, c'est encore totalement autre chose. Et je pense que Donald Trump a vu cette opération américano-israélienne comme une opportunité, un coup de poker, en se disant, et il l'a dit assez clairement, il a dit, moi, si j'arrive à obtenir le résultat que j'ai obtenu au Venezuela, j'en sortirai gagnant. Donc, autrement dit, si j'arrive à trouver quelqu'un en interne qui garderait l'espèce d'appareil tel qu'il est, mais avec qui je peux travailler, et dans les termes de Donald Trump, travailler, ça veut dire pouvoir faire du business et évidemment déployer les 15 points, mais c'est également quelqu'un avec qui il peut parler. Tandis que les Israéliens ne sont pas du tout, après le 7 octobre, dans ce positionnement-là. Pour eux, l'Iran, ça reste un enjeu existentiel et donc la menace du nucléaire n'est pas un enjeu négociable. Donc effectivement, l'usage de la force est venu accélérer, si vous voulez, les négociations parce que là, les sites, on parle de plusieurs sites nucléaires, mais certains sont inopérants aujourd'hui. Donc une partie des 15 points américains ont été réglés par la force sur le terrain, si vous voulez. Donc, l'équation aujourd'hui, ça va être celle de la diplomatie, mais quelle diplomatie, pour quel but, à quelle fin? Et moi, ce qui m'interroge particulièrement, c'est le point 15, parce que le point 15... il n'est pas du tout clair, mais rappelons que les dernières... Le point 15 porte sur quoi? Justement, le point 15, c'est un point d'interrogation. Mais le point 15, rappelons que la dernière séquence de négociations entre Steve Witkoff et Jared Kushner avec les Iraniens a également inclus tout un volet de coopération économique entre Américains et l'Iran, raison pour laquelle, depuis le début de cette guerre, les Israéliens, et à juste titre très certainement, sont totalement paranoïaques que Donald Trump leur fasse un enfant dans le dos et arrête la guerre avant de les prévenir. Ce qui explique certains dysfonctionnements de communication tout au long des Ce qui veut bien dire qu'il y a quand même certaines divergences entre les deux. Patricia Lemonia, au 26e jour de guerre. Moi, je crois qu'effectivement, si cette opération sur un plan militaire, on peut la juger comme étant une réussite, puisqu'effectivement les sites sont détruits, etc. Mais je crois que quand on regarde dans la logique de Donald Trump, qui est dans une diplomatie totalement différente de tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, ce n'est plus la guerre et la force pour arriver après la diplomatie classique, c'est vraiment l'art du deal, c'est-à-dire on fait une pression maximum sur son adversaire pour arriver à faire un deal. Et quel est le deal effectivement de Donald Trump? Moi, je ne crois pas effectivement que ça soit aboutir jusqu'au changement de régime. C'est arriver à effectivement obtenir ce que les obsessions américaines ont toujours voulu, la fin du nucléaire et la fin de la menace
existentielle, entre guillemets, pour son allié israélien. Et puis après, on passe au business. Et le business, d'ailleurs, les Iraniens, qui sont quand même de loin les meilleurs diplomates de la région, l'avaient parfaitement compris, parce que lors des négociations avant la guerre, ils avaient proposé aux Américains en leur disant « Ah oui, mais on va ouvrir Boeing, on va tout ouvrir, on est OK pour faire des deals économiques. » Les Américains ne sont pas tombés effectivement dans ce piège, mais effectivement, Donald Trump, qui a quand même 2 agendas en tête, c'est les élections, c'est le 4 juillet aussi, et c'est les sondages et le prix du gallon aux États-Unis. Et ça, le prix du gallon, il est un peu remonté avec ses annonces, mais ce qu'il veut, c'est garder sa popularité parce qu'il a des élections et il n'a pas l'avantage qu'a Benjamin Netanyahou, qui est soutenu massivement par sa population. Lui, ses électeurs, en tout cas du centre, l'ont lâché déjà. Rina Bassis, c'est là ça aussi une grosse différence, c'est que la guerre, en tout cas au sein donc des MAGA, ne fait pas le consensus. Encore, c'est le centre. Oui, le centre, mais aussi une partie de la population qui a voté pour lui, dans ces influenceurs trumpistes qui finalement sont anti-guerre, alors que Netanyahou, lui, est plutôt galvanisé puisque la population israélienne soutient cette guerre. Là, ça fait quand même une différence. Oui, il y a cette différence, mais moi je pense que cette divergence entre les 2 buts de guerre ou la façon dont Israël et les États-Unis perçoivent cette guerre, ce sont des divergences qui sont organiques, qui étaient assumées depuis le début de la guerre. Ce n'est pas quelque chose qui a évolué après. Pour les Israéliens, c'était clair dès le début. Depuis la guerre de 12 jours, le mois de juin est passé, on a bien vu Israël qui a mené la guerre et c'était qu'à la dernière minute que les Américains se sont rejoints. Et même ça, c'était une énorme surprise. Donc est-ce qu'il lui a un peu forcé la main, Netanyahou? Est-ce qu'il a un peu forcé la main de Trump pour démarrer? Je ne pense pas. Je pense justement les Israéliens n'attendaient pas que ça va arriver. Et c'est arrivé, donc c'était aperçu comme un énorme cadeau, un énorme geste de la part du président américain. Et après, il fallait aussi accepter, au moment où il entrait dans cette guerre, à la dernière journée, il fallait aussi accepter quand il a dit que ça se termine. Donc, il fallait jouer par rapport à ces règles. Ça, c'était sur la guerre des 12 jours. Voilà. Ouais. Et maintenant, c'est exactement pareil. On joue selon les règles américaines, les Israéliens, chaque jour qu'ils arrivent à détruire plus de sites nucléaires, plus de missiles balistiques et plus toucher au symbole de l'État, c'est quelque chose qui va apporter plus de sécurité à Israël. Et Israël va continuer tant que le président américain va le laisser faire. C'est quand même le président américain, c'est le président Trump, Fouad Kourielou, qui sifflera la fin de la guerre, quoi qu'il en soit. Oui, clairement. Cela dit, effectivement, je crois que Trump a une contrainte supplémentaire que n'a pas Netanyahou. C'est-à-dire que Netanyahou, lui, son objectif, c'est de poursuivre la guerre. Et s'il le fait, il y a une union sacrée derrière lui, comme vous le dites. Trump, il a la contrainte du réel et du récit du réel. C'est-à-dire qu'il doit... Le réel, c'est poursuivre la guerre et négocier avec l'Iran et essayer d'arriver quelque part. Le récit du réel, c'est 2 choses. C'est premièrement... maîtriser son opinion publique, donc garder la main sur son opinion publique autant qu'il le peut. Et deuxièmement, c'est l'économie mondiale. Parce que les déclarations du président Trump influent dans la minute qui suit ou l'heure qui suit sur le cours de la bourse. C'est 3 trillions de dollars, donc 3 000 milliards en plus ou en moins. Dans l'économie mondiale, c'est le prix du baril qui monte de 15 $ vers le haut. Donc il doit essayer de faire monter la sauce, si je puis dire, autant que possible et de tenir les choses jusqu'au moment où il arrivera quelque part. Donc il a cette contrainte et c'est ça qui donne cette impression de brouillard aussi de sa part. Donc il le fait pour tenir le récit et puis probablement aussi pour semer le doute chez les Iraniens. On va écouter Benjamin Netanyahou lors de la conférence de presse qu'il a donnée le 19 mars dernier. C'était l'une des premières conférences de presse en fait, du Premier ministre israélien depuis le début de la guerre. On l'écoute. Le président Trump estime qu'il est possible de tirer parti des formidables succès de Tsahal et des forces armées américaines afin de réaliser les objectifs de guerre dans le cadre d'un accord qui préservera nos intérêts vitaux. Parallèlement, nous continuerons à frapper à la fois l'Iran et le Liban. C'est au peuple iranien de montrer qu'il est capable de saisir l'occasion et de se montrer à la hauteur. Nous pouvons créer les conditions, mais c'est à eux de faire basculer la situation. On dit souvent qu'on ne peut pas gagner, qu'on ne peut pas faire de révolution depuis les airs. Et c'est vrai, on ne peut pas. Mais on peut quand même faire beaucoup de choses depuis les airs. Et c'est ce que nous faisons. Mais il faut qu'il y ait aussi une présence au sol. Il existe de nombreuses possibilités pour cette présence au sol.
Voilà, ça, c'était la dernière partie. C'était effectivement, faisait partie de cette conférence de presse de Benyamin Netanyahou du 19 mars. Et la première partie de ce que vous avez entendu du Premier ministre israélien, ça date de lundi, puisqu'il réagissait justement sur les négociations. Yasmina Asrargis, on parlait justement de la pression de l'opinion. On voit bien que Benyamin Netanyahou, lui, n'hésite pas sur le fait qu'il faudrait qu'il y ait une intervention terrestre pour finalement finir le travail, entre guillemets, en Iran. Alors peut-être est-ce qu'il y a plus d'hésitation du côté de Trump. Bon, maintenant, on sait qu'il y a des parachutistes qui ont été envoyés vers le Moyen-Orient aujourd'hui, qui rejoignent donc déjà un certain nombre de soldats postés dans la région. Donc peut-être que le président américain serait favorable aussi à une intervention terrestre. L'intervention terrestre, en réalité, si Trump décide de l'engager, elle va marquer à jamais sa présidentielle. Et on passera à un autre stade, là. À un autre stade, mais par ailleurs, à un moment, il va falloir que le Congrès soutienne sur le plan financier et également politique. Rappelons qu'aujourd'hui, le Congrès américain est actuellement à majorité républicaine et aucun que ce soit les sénateurs ou les comités en charge du renseignement aux États-Unis n'ont été briefés, ni même informés du début de la guerre. Et le seul briefing qu'il y a eu avec la Maison-Blanche n'a pas été très fructueux en termes de stratégie. Donc, si vous voulez, les midterms vont probablement être le calendrier. Donc, sur le plan financier, s'il n'a pas le soutien du Congrès, ça ne sera pas possible. Il peut faire de l'homéopathie et montrer qu'il met de la pression supplémentaire en envoyant des hommes. Mais à ce stade, ça relève, à mon avis, d'une menace dans le cadre de négociations qui sont par ailleurs en cours et sur lesquelles il n'obtient pas tout à fait ce qu'il souhaiterait des Iraniens, à savoir qu'ils acceptent l'entièreté des 15 points sans négocier. Parce que l'Iran qui déclare à l'instant les ennemis se préparent à occuper une île du Golfe. Donc ça, c'est un avertissement du président du Parlement iranien. On sait, Patricia Lémonière, qu'il y a cette fameuse île de Karg, cette île iranienne à partir de laquelle tous les bateaux de pétrole partent justement vers les pays importateurs de pétrole. Il pourrait y avoir effectivement, vous pensez, une opération terrestre conjointe israélienne et américaine, même s'il y a cette hésitation quand même de la part des États-Unis d'envoyer des troupes au sol. Alors, il faut toujours se méfier de ce à quoi on s'attend, parce que parfois, ça peut être des leurres. Ouais. Mais une chose est certaine, car qu'est-ce que c'est ? C'est une petite île à 25 km². Son terrain d'aviation était totalement détruit et c'est un gigantesque terminal pétrolier, on pourrait dire ça. Alors, effectivement, qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut se passer, effectivement, un parachutage des hommes de la 82e division qui sont en route, une opération amphibie avant qu'ils remontent de l'entrée du golfe d'Ormuz par leur navire. Ça, on risque d'attendre. Si jamais il y avait cette opération qui se passe dans l'île de Karg, on peut dire effectivement qu'on a en face des forces iraniennes capables, sur la côte, c'est tout proche, capables de riposter, et qu'il y aura forcément des combats. Donc, il y aura forcément des cercueils. Et je crois que Trump s'était engagé pendant toute sa campagne pas de boots on the ground. Bon, alors là, effectivement... Là, ça change un peu de ton. Ça change quand même un peu la donne, mais ça peut être une opération ponctuelle. Il peut dire, j'interviens juste, et puis on va juste sécuriser les lieux. Mais enfin, je ne vois pas comment il peut sécuriser les lieux à long terme. Il faut se souvenir que les Iraniens, et j'en finirai par là, ont eu quand même une pratique de la guerre, même s'ils l'ont oublié, qui est quand même bien inscrite dans leur gène. Souvenez-vous, la guerre Iran-Irak, 8 ans, avec un pays en face, l'Irak, qui était armé avec nos exocets, qui avait toute la puissance occidentale dans son dos, et les Iraniens ont quand même tenu. Donc, c'est plus l'Iran, effectivement, des années 80, mais enfin, ils ont une capacité quand même à pouvoir se battre et à vouloir surtout infliger des morts. C'est-à-dire, s'il y a les soldats américains qui débarquent en Iran, île de Karg ou les 3 petites îles qui sont à l'entrée du détroit d'Ormuz, ou sur la côte, les Iraniens n'auront qu'une volonté, c'est d'avoir des cercueils qui rentrent à Washington pour faire en sorte que le président américain, qui est acculé par plusieurs deadlines, dont l'un qui va se poser très vite parce qu'il faut qu'il parle devant le Congrès et qu'il présente ses buts de guerre devant le Congrès, il a 6 semaines plus 3 semaines de plus, donc il a encore un peu de temps avant de présenter ses buts de guerre. Près de 2 mois pour présenter ses buts de guerre au Congrès. Donc, il y a des deadlines. Il y a des deadlines, et donc est-ce qu'une opération terrestre peut avoir quand même lieu, Fouad Kourielou, votre analyse là-dessus, une opération terrestre américaine et peut-être une opération de commando américaine et israélienne dans l'île de Karg ou l'une de ces îles iraniennes?
Je crois que le facteur temps est à la limite même plus important que ça, parce que si on se rappelle la guerre des tankers qui a eu lieu lors de la guerre Iran-Irak, il faut quand même rappeler les chiffres. Il y a eu 550 tankers attaqués et plus de 50 coulés. Hein. Donc, et malgré ça, le cours du pétrole n'est pas monté. La guerre des tankers, c'est entre 84 et 87, à peu près 88. Et on commence en 84 à 35 $ le baril. Et en 86, on est à 15 $ le baril au plus fort de la guerre des tankers. Alors, pourquoi ça s'est produit? Parce que la communauté internationale, les États-Unis, l'Europe avaient mis en place une riposte qui était d'escorter les tankers. Ils ont mis les moyens. Il y avait eu des moyens militaires massifs. Alors, aujourd'hui, On n'est pas du tout dans cette situation. La technologie a évolué, mais dans les deux sens. Il y a des drones, il y a des missiles, mais il y a aussi des dispositifs anti-drones et anti-missiles. Alors, est-ce que ça nécessite obligatoirement d'occuper la côte iranienne? Il y a des analystes qui disent qu'il faudrait occuper non pas Karg, mais la côte qui est située exactement en face des Émirats arabes unis, de la pointe d'Oman, en fait. Donc, les analyses divergent à ce sujet, mais ce qu'on peut dire de manière certaine, c'est qu'il faut mettre des moyens militaires et il faut de la durée. Il faut être dans le temps pour pouvoir contrer totalement les Iraniens sur ça. Et si on met suffisamment de temps, les Iraniens, eux aussi, peuvent s'effondrer. Parce que si vous coupez le détroit d'Ormuz totalement, c'est aussi les Iraniens qui seront privés à la fois d'exportation et d'importation aussi. Donc, oui, mais ça veut dire plus d'hommes que quelques milliers d'hommes de troupes américaines. Pas forcément des troupes au sol. Ça dépend des scénarios envisagés, mais à l'époque, ce n'était pas des troupes au sol. Et aujourd'hui, ce qu'il faut surtout, c'est des mobilisations militaires. Il faut de l'argent, il faut des crédits militaires pendant suffisamment de temps, 6 mois à 1 an, d'après ce qu'on sait, ce qu'on lit, pour pouvoir annihiler complètement la menace. Oui, Yasmina Srargis. Oui, c'est ça, les élections de mi-mandat vont être avant, donc il y a un risque réel que le Congrès bascule du côté démocrate. Et au sein même du camp conservateur, il n'y a pas un soutien plein et entier à cette guerre. Du côté des démocrates non plus, hein, ils sont aussi divisés. Tout à fait, les démocrates, alors ça c'était attendu que ce soit les premiers à critiquer la méthode, le manque de stratégie, mais du côté conservateur, ce qu'ils ont reproché, c'était un peu plus subtil, puisque sur le fond et sur l'idée de l'Iran comme ennemi des intérêts des Américains, ils sont avec. En revanche, toute la structure MAGA qui a constitué l'électorat majoritaire et structuré par Charlie Kirk et Turning Point et toute la mouvance évangélique qui est au Congrès, une partie d'entre eux ne sont pas pour ce genre d'opération. Et le visuel des cercueils aux États-Unis, mais c'est détrimental pour un président. Donc, et il en a parfaitement conscience puisqu'il a construit sa campagne sur le fait que l'Afghanistan plus jamais, que l'Irak plus jamais, et qu'Obama n'avait rien compris, et encore moins sur le Moyen-Orient. Donc il essaye de réinventer la roue. Et la guerre, à un moment, devient un acteur en lui-même. Et on voit bien cette difficulté parfois à s'extraire du Moyen-Orient parce qu'une fois que vous êtes dedans, c'est l'appareil d'État qui s'embarque avec les vieux réflexes au Pentagone et à la CIA et des plans, parce qu'en réalité, le déroulé de ce qu'on est en train de voir et les buts de guerre stratégiques, ils ont été pensés depuis très très longtemps aux États-Unis. Mais Trump est aujourd'hui un acteur qui permet d'avancer sur certaines choses, mais sans réellement voire de transition politique. Et c'est là le grand enjeu et la rupture, si vous voulez, entre un interventionnisme américain qui jadis voulait transformer le Moyen-Orient en démocratie libérale, et aujourd'hui on se contente de régimes autoritaires avec qui on peut discuter sans réellement changer l'ADN politique, idéologique et culturel de ces pays. Est-ce que là, il y aurait une différence entre Netanyahou et Trump sur un remodelage du Moyen-Orient, un remodelage de la sécurité au Moyen-Orient qui pourrait justement être la conséquence de cette guerre? D'abord, il faut dire que la question du prix du pétrole, ce n'est pas le grand souci d'Israël. Israël a d'autres soucis, aussi au niveau économique, hein, avec l'appel de milliers, de dizaines de milliers, même des centaines de milliers de soldats de réserve. Et c'est ça, en fait, qui fragilise pour l'instant l'économie israélienne, pas le prix du pétrole. Ça, c'est vraiment les soucis du président américain. Et là, d'un côté, on voit pour l'instant, c'est contre lui. Et tous les citoyens qui roulent en voiture, qui regardent les prix du pétrole et le mouvement MAGA et la partie démocrate. Donc, en fait, son défi à lui, s'il choisit vraiment cette voie de confrontation, si vraiment les Iraniens faut comprendre qu'ils ne sont pas du tout d'accord à renoncer à rien, qu'ils ne sont pas du tout prêts à un compromis,
Et il faudra qu'il choisisse. Et là, il pourra dire, oui, je vais partir à cette opération militaire, à cette guerre, justement pour baisser les prix de l'essence. Et si vous, MAGA, vous ne comprenez pas ça, si vous, les démocrates, vous comprenez ça, tant pis pour vous. C'est aussi un scénario possible, malgré les midterms qui vont y arriver. Mais là, il prendra un gros risque au niveau électoral. Effectivement, et c'est là où les Iraniens entrent dans le jeu, parce que s'ils persistent avec cette approche et avec des conditions qui sont mises sur la table justement pour dire, c'est notre façon à dire, on ne veut pas vraiment négocier, ça ne nous intéresse pas. Et il faut nous faire des cadeaux, il faut nous soigner, il faut aller au-delà. C'est quelque chose que le président américain ne va jamais accepter. Oui. Et donc là, on est dans une impasse. On voit bien c'est un peu une impasse. On voit bien que des deux côtés, les exigences sont totalement inacceptables pour l'autre partie. On l'a vu dans le sujet, Patricia Lémonière. Donc, voilà. On a deux logiques. On a une logique qui est sur le temps court. Parce que le temps court pour les États-Unis, c'est 3 à 6 mois. Et Netanyahou est aussi sur une logique de temps court ou pas ? Non. On a une logique qui est américaine, qui est sur le temps court. On a une logique iranienne qui est sur le temps long. C'est-à-dire engager des négociations perpétuelles et se maintenir, et maintenir le régime à tout prix. Et puis, on a la logique israélienne qui est quand même pas dans le temps court. Ça fait des années qu'Israël, effectivement, se bat pour, effectivement, déraciner cette menace qui pèse sur elle. Et elle n'a pas l'intention, je vois pas comment Israël peut s'arrêter, effectivement, au milieu du gué. Alors, ce qu'on risque d'avoir, c'est effectivement un arrangement peut-être à l'amiable, je mets entre guillemets à l'amiable, de Trump pressé par le temps, avec un régime à la vénézuélienne, qu'on va trouver quelqu'un qui fera l'office, etc. Mais pour les Israéliens, ça ne fait pas disparaître la menace. Ça veut dire que la guerre au Proche-Orient va se poursuivre. Elle ne peut pas s'arrêter parce que je ne vois pas le régime iranien, même nouvelle formule, abandonner. C'est la base même de ce qui le constitue, c'est-à-dire son indépendance qu'il considère comme stratégique, c'est-à-dire le nucléaire, les proxys et la projection à l'extérieur de la menace avec les missiles. Fouad Kouré-Elou, est-ce que ça voudrait dire que si Trump décide justement, parce qu'il a ses élections, parce qu'il y aura une négociation avec les Iraniens, finalement ils vont se mettre d'accord, admettons qu'ils se mettent d'accord sur certains termes, que Benyamin Netanyahou pourrait poursuivre, lui, la guerre au Liban, par exemple, contre le Hezbollah? C'est une possibilité? Alors, pas seulement au Liban, parce que si on en croit les déclarations de Netanyahou, du gouvernement israélien, ils continueront la guerre même avec l'Iran. Quelle que soit la décision américaine. Ouais. C'est-à-dire que on pourrait retomber, alors c'est une hypothèse, on pourrait retomber dans un scénario comme ça s'est passé avec le Yémen, par exemple, ou ailleurs, où ce sont les Américains se retirent militairement, en tout cas n'envoient pas leurs troupes, on va le voir dans les... Signe un cessez-le-feu même, avec les Américains. Oui, et les Israéliens, eux, continuent avec le soutien américain. Et là, la question serait que font les Iraniens? Parce que si les Israéliens continuent à bombarder l'Iran, ils ont la maîtrise absolue du ciel iranien, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent continuer à bombarder pendant des mois. Donc s'ils le font avec le soutien américain, mais que les Américains, eux, se retirent de la bataille, là, c'est les Iraniens qui sont placés devant un choix et une alternative. Est-ce que eux doivent continuer à bombarder le Golfe ou pas? Donc ça, c'est pour s'ils veulent répondre aux attaques israéliennes, ils vont continuer à bombarder en toute logique les pays du Golfe. Ils vont continuer à bombarder des pays qui ne les ont pas bombardés. Ils se placent eux-mêmes dans une logique d'agresseur à ce moment-là. Donc ils sont complètement le dos au mur dans ce cas-là. Et la question, c'est combien de temps... Oui, parce que les bases américaines sont visées dans le discours iranien lorsqu'ils tirent sur ces pays du Golfe. C'est ça que vous voulez dire, en fait? Pas seulement les bases américaines, les pays du Golfe eux-mêmes, l'économie pétrolière mondiale et l'économie régionale de tous ces pays-là. Il y a quand même Dubaï, il y a Abu Dhabi, il y a le Qatar, et ce sont des capitales économiques de dimension mondiale pratiquement. Donc ce n'est pas rien de bombarder ces pays-là et de menacer l'ensemble de la région. On se rappelle quand même, il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est que les Iraniens aujourd'hui ont un missile qui apparemment à une portée de 4000 km. 4000 km, c'est suffisant, on le dit... On avait vu avec Diego Garcia... C'est suffisant pour bombarder l'Europe. Une charge. Et si malencontreusement... sur le missile. Pardon ? Une charge sur le missile. Non, mais rien que le simple fait de bombarder même la campagne dans un pays d'Europe, c'est un message politique. Alors je ne dis pas qu'ils vont le faire,
Et il faut être très prudent avec ces possibilités-là. Mais s'ils ont la possibilité de le faire, ça change complètement la donne aussi. C'est un autre jeu diplomatique. Non, mais vous posez une question, je suis très brève, importante, parce que si Donald Trump ressort en disant j'ai gagné, j'ai le super deal, etc., et que le lendemain, effectivement, les Iraniens bombardent des bases américaines ou le pays du Golfe, qu'est-ce qu'il fait? Là, il n'a pas gagné pour le coup, et ça, c'est visible par rapport à son électorat. Donc, c'est toute l'ambiguïté de son désir de vouloir gagner, parce que gagner ne voudra peut-être rien dire le lendemain du jour où il affirme qu'il a gagné. Surtout si finalement Benyamin Netanyahou, lui, poursuit le combat. Parce que là, ça sera compliqué. Mais là, je vais prendre ça un peu plus loin. Disons qu'Israël, les Américains arrêtent et les Israéliens arrêtent aussi. Mais si dans cet compromis, dans cet accord, les Iraniens auront encore la possibilité, même très limitée, de continuer avec enrichissement de l'uranium, même très limitée, de garder une partie du programme des missiles nucléaires, pour Israël, ça veut dire que les Iraniens continuent à les agresser. Donc, côté iranien, si eux, ils continuent d'une telle ou telle façon à développer, à produire des missiles balistiques, ça veut dire qu'eux, ils sont toujours en guerre avec Israël, même si Israël ne continue pas à bombarder après s'il y a jamais un accord. Yasmine Asrarguis, donc ça veut dire quoi du coup en termes de... C'est pas prêt de s'arrêter. C'est pas prêt de s'arrêter. Là, qu'il y aura une autre guerre à un certain moment. Il y aura une autre guerre dans laquelle les Américains ne seront plus directement impliqués, ça serait possible. Ce qui est intéressant, c'est que le temps de la diplomatie, le temps de la guerre et le temps des positionnements de l'ensemble des capitales dont il est question aujourd'hui dépend aussi de deux facteurs. Vous avez des pays aujourd'hui dans le Golfe qui ont le temps long aussi, puisque c'est des monarchies qui sont là depuis longtemps. Il y aura pas voilà, ils sont présents. Le régime iranien a la même vocation. Il veut s'installer sur le très long terme. En Israël, vous avez une instabilité politique puisqu'il y a des réélections assez fréquemment. D'ailleurs. Aux États-Unis, c'est une démocratie, quand bien même Donald Trump essaye de faire perdurer sur plusieurs mois, plusieurs années cette guerre. Le Congrès va le rattraper, les élections aussi de mi-mandat. Donc, vous avez des objectifs et des capacités à réaliser ces objectifs qui vont à un moment être mises en confrontation avec la réalité du temps politique. Et c'est ça, à mon avis, qui va soit raccourcir les temps de négociation, soit raccourcir juste la guerre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les États-Unis ont un besoin urgent de négociation. Je pense que les Iraniens aussi, puisque cette guerre a été extrêmement dommageable pour eux. Netanyahou a dit... Donc ils ont besoin aussi de négocier, vous pensez, les Iraniens, même s'ils disent le contraire, évidemment. Ils n'ont pas d'autre choix et ils se sont montrés assez preneurs, tout en démentant hier qu'il y avait effectivement un couloir de négociation par le Pakistan, mais de toute évidence, ils n'ont d'autre choix que de négocier. Et les points qu'ils ont énoncés par ailleurs montrent bien qu'ils sont dans une position de négociation. Ils demandent, sur Hormuz notamment... Et Benyamin Netanyahou, le langage est très fort. Lui Benjamin Netanyahou, à mon avis, vous pourrez répondre, mais Benjamin Netanyahou se dit qu'il a fait un maximum de frappes stratégiques sur un temps très très court en ayant une protection militaire américaine dont aucun Premier ministre israélien n'a rêvé depuis 1996 et l'arrivée de Benjamin Netanyahou. Donc quand il disait il y a moins de 3 jours, nous avons frappé un certain nombre d'objectifs et nous en sommes satisfaits, faut entendre ce qu'il dit. Il est véritablement satisfait parce qu'il y aurait eu Biden ou Obama, cette opération n'aurait jamais existé. Donc il est déjà satisfait, vous dites. Il serait prêt à des négociations aussi, vous pensez? Il est déjà satisfait. Il peut le présenter déjà comme une sorte de victoire. Ça je suis d'accord. Ça ne veut dire pas qu'il est intéressé par des négociations. C'est ça, ça ne veut pas dire qu'il soit intéressé par des négociations. Ça ne veut dire pas du tout ça. Et d'ailleurs, on a sur les bien trois vu parties, c'est le plus réticent à faire des négociations. On a bien vu le week-end passé, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a envoyé en Floride son plus proche collaborateur, Ron Dermer, qui est l'ancien ministre des Affaires stratégiques, justement pour discuter avec les Américains, pour mettre la pression en vue d'un prochain accord que, selon les estimations israéliennes, ne va pas préserver les intérêts sécuritaires israéliens. C'est ça, en fait, l'idée. Donc il fait pression pour que ça ne s'arrête pas, Netanyahou, lorsqu'il envoie son émissaire. Mais ça va s'arrêter côté américain. Et là, il fallait que Benjamin Netanyahou accepte aussi de s'arrêter. Mais ça ne veut dire pas que pour Israël, la menace existentielle sera levée.
Mais la menace existentielle pour Israël ne peut être levée qu'avec la dislocation du régime, la disparition du régime. Parce que ce régime, s'il dure, il va vouloir reconstituer ce qui est la base de sa force. Oui, mais là, on voit la résistance iranienne tellement forte qu'on n'est pas du tout sûr que ce régime va tomber. Mais ce régime peut ne pas tomber. C'est peut-être pour ça qu'il souhaite de négocier, qu'il arrivera peut-être à négocier quelque chose pour survivre. Mais pour sa survivance même n'est pas du tout dans l'agenda israélien parce que la menace, du coup, se maintient. Donc c'est la guerre, comme vous l'évoquez, perpétuelle qui repart dans 1 an ou 2, si tant est qu'elle ne se manifeste pas immédiatement le lendemain de la négociation. Donc on est dans des temps complètement différents. Et moi, je suis aujourd'hui effectivement sceptique. Il y a peut-être négociation, mais l'aboutissement des négociations ne veut peut-être pas dire la fin de la guerre. Fouad Kourielou, vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, je crois qu'il y a 2 choses à dire. La première, c'est qu'il faut quand même... faut se garder de conclure trop vite parce que ce que nous voyons là, c'est une séquence qui a quand même commencé le 7 octobre 2023. Le 7 octobre 2023, Gaza, puis le Liban, puis la Syrie, puis le Yémen, puis l'Iran, c'est une succession d'opérations qui aboutissent à un recul généralisé de l'Iran. Hein. C'est un recul de l'Iran dans tous ses champs de bataille. Et là, la bataille est portée à l'intérieur du pays. Donc c'est une séquence qui a commencé il y a 3 ans. Elle n'a pas commencé il y a 1 mois. C'est ça que je dis. Et donc, elle va probablement continuer dans le temps et de diverses manières. Donc, je crois qu'il ne faut pas conclure trop vite. La deuxième chose qu'il faut retenir aussi, c'est que le discours du régime iranien ne va pas changer jusqu'à la fin. On se rappelle, Saddam Hussein avait un ministre de l'information qui s'est rendu célèbre, qui s'appelait Mohammed Saïd al-Sahaf. Et ce monsieur s'était illustré par ses diatribes contre les Américains. C'était de l'insulte tous les jours. Et il a continué jusqu'au dernier jour. Les chars américains étaient à Bagdad et ce monsieur, à Bagdad même, continuait d'insulter les États-Unis. Donc on peut parier en tout cas que le régime iranien continuera avec ce discours-là jusqu'à la dernière seconde et tentera de donner l'impression qu'il est toujours solide. C'est ça le point, c'est que les Iraniens aussi jouent le jeu de l'information. Merci beaucoup, Fouad Kourielou, d'avoir été avec nous. Yasmina Asrargis, merci. Patricia Lémonière, Rina Bassiste. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce 26e jour de guerre au Moyen-Orient. À demain.